Pour un être humain, lorsque son rythme cardiaque change brusquement, son organisme va travailler beaucoup pour ramener ce rythme cardiaque-là aux valeurs normatives. Alors, vous imaginez donc maintenant sur le drépanocytaire le travail qu'il faut. Ça veut dire que ça le plonge directement dans un état de stress et cela va provoquer de manière précoce la falciformation et c'est comme ça que les crises vont s'ensuivre. Même qui cachent même qu'elles sont drépanocytaires. Mais j'en ai vu. C'est en causant que je découvre. Donc, ces considérations-là renferment le drépanocytaire. Au point où il n'a plus envie de demander de l'aide. Il ne veut rien savoir. Éduquons notre environnement à intégrer l'apparition, à intégrer dans leur habitude l'apparition de nouveaux caractères, à intégrer dans leur habitude le fait que chaque être vivant est un être unique en son genre. C'est-à-dire intégrer l'unicité biologique dans leur habitude. Parce que lorsqu'on prend une maladie comme la drépanocytose, ce qui fait plus mal aux drépanocytaires, c'est la considération, c'est la manière dont on voit, on le regarde dans son entourage, c'est la façon dont on se comporte avec lui. Parce qu'avec ça l'aide de manière considérable à prévenir ces crises, ça l'aide de manière considérable à gérer ces crises, ça l'aide de manière considérable à mieux cerner et à mieux comprendre la maladie. La dernière chose que je vais dire avant de définitivement passer la parole, c'est aussi que dans cette considération, il y a certaines familles qui n'acceptent même pas que leurs parentés soient malades. Ça, c'est aussi un problème. Donc, il faudrait vraiment que les familles comprennent que avoir la drépanocytose, ce n'est pas une fatalité. Le drépanocytaire a besoin d'amour. Le drépanocytaire a besoin de considération. Le drépanocytaire a besoin d'affection, d'attention et non de la pitié. Et non de la condescendance, et non du mépris, et non de la peur. Donc, vraiment, je remercie encore le docteur Mbok pour l'initiative, très belle initiative. Et je pense que le combat ne fait que commencer et que nous sommes en route vers de nouveaux horizons où le drépanocytaire ne se sentira plus comme drépanocytaire, mais se sentira comme un humain, comme une personne à part entière et non comme une personne entièrement à part. Merci. Nous allons parler de la drépanocytose, les thérapies locales et surtout le retour à la recherche des ressources naturelles. Alors, dans un premier temps, on va se poser la question de savoir c'est quoi la drépanocytose, encore appelée anémie SS, anémie falciforme, ou encore hémoglobinose S. C'est une maladie sanguine héréditaire caractérisée par une mutation de l'hémoglobine. Donc, ceci entraîne une anémie chronique sévère, souvent accompagnée de fièvre, de douleurs et surtout d'infections. Alors, l'hémoglobine est normalement dispersée dans les globules rouges chez le drépanocytaire, comme tout le monde, ça il faut le savoir. Lorsque le dioxygène diminue, les molécules se regroupent en masse, formant des filaments et déforment le globule rouge qui prend la forme d'un fossile. Et lorsque ce phénomène survient, contrairement aux 120 jours normaux de vie pour le globule rouge, ceux falciformés sont précocement détruits et ils meurent après 20 jours. Et donc, on a une hémolyse très sévère qui très souvent n'est pas compensée par la production de globules rouges, provoquant ainsi l'anémie chronique. Donc, c'est une maladie qui va se manifester couramment par des crises vaso-occlusives, une anémie hémolytique et des infections. Toutefois, cette maladie présente plusieurs formes de complications.
Et parmi cette complication, on note chez les enfants un retard de croissance, un déficit nutritionnel, un retard de puberté fréquent et des troubles cardio-pulmonaires. Ça, c'est pour la première phase. Mais il y a d'autres complications bien plus sévères, comme par exemple l'atrophie ou l'hypertrophie de la rate, communément appelée la splénomégalie. On a une anomalie rétinienne, elle se caractérise par des hémorragies. Et dans des cas extrêmes, on a des dégénérescences osseuses. Et si alors que cette partie est en quelque sorte le thème central de la troisième présentation. Alors, qu'est-ce qui nous amène à retourner aux ressources naturelles? Depuis la nuit des temps, le traitement de cette maladie s'est appuyé sur les médicaments conventionnels tels que l'hydroxyurée. Mais l'accès limité et les effets secondaires poussent généralement les populations à la recherche de thérapies alternatives. Et donc, les thérapies locales, inspirées par les traditionnelles, l'utilisation des ressources naturelles, de plus en plus gagnent la popularité. Et comme option complémentaire de substitution, cette méthode est partie de la riche biodiversité et du savoir-faire ancestral pour explorer des traitements moins invasifs et plus accessibles. Donc, la recherche moderne reconnaît de plus en plus le potentiel des plantes médicinales qui ont été utilisées pendant des siècles pour soulager les symptômes de la tuberculose. Et donc, les études scientifiques commencent à valider l'efficacité de certains de ces plans pouvant la voie à leur intégration dans les protocoles de traitement standard. Donc, ce retour aux ressources naturelles n'est pas seulement une question de nécessité, il reflète un changement dans la manière dont nous envisageons la médecine. En reconnaissant la valeur des approches holistiques et personnalisées, et en réexaminant le naturel à travers le prisme de la science moderne, nous pouvons découvrir nos solutions innovantes pour la gestion de la tuberculose, tout en préservant et en valorisant le patrimoine culturel et naturel. Ainsi donc, permettez-moi de vous présenter une enquête qui a été menée sur plusieurs plantes utilisées dans le traitement traditionnel de la tuberculose. Nous ne venons pas l'inventer, nous ne venons pas donner le mécanisme d'action, mais c'est bon à savoir parce que les astuces se partagent. Et le constat fait, c'est que souvent le drépanocytaire se donne le jeu de médecin. Lui et ses poches pour pouvoir traverser sa crise. Là, vous avez une Fagarajo. Vous allez le présenter la célèbre plante qui est à l'origine du fameux FACA. Les populations de Panosité en savent. Et donc, à côté, nous avons Hibiscus là, l'une des plantes utilisées dans la fabrication de médicaments à climat. Lui aussi, son efficacité n'est plus à démontrer. Vous avez analysé un peu le Leguita, appelé scientifiquement une plante courante dans nos localités. Vous dites, voilà, ça va utiliser. Comme nous avons dit, on ne va pas expliquer comment, parce que ça relève de la médecine traditionnelle. on passe Toute médecine, une douleur qui est très importante, qui est la douleur responsable. Cette douleur, Donc, à côté, nous avons le Sedaka, à côté de la et c'est l'une des plantes utilisées dans plusieurs localités africaines. Nous avons le premier dossier de Sodo. je n'ai pas tué Ça et nous avons l'acacia Xanthopulea. Les feuilles sont utilisées dans plusieurs localités pour le métier chez le drépanocytaire. Et vous serez surpris de savoir que même en Nona reticulata, le fameux fruit, traditionnellement connu comme un anti-inflammatoire, est aussi très efficace dans la lutte contre les crises chez le drépanocytaire. La liste elle est longue, beaucoup plus longue, mais là c'est juste un recensement de plusieurs plantes que nous avons retrouvées et dont les études scientifiques ont démontré une certaine efficacité et moins de danger
pour les êtres vivants animaux. Donc, pour la savoir, comme je l'ai dit, il reviendra aux concernés de mener plus d'enquêtes et plus d'investigations sur comment est-ce que ces plantes peuvent être utilisées. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, juste pour conclure en disant que l'intégration des thérapies locales basées sur les ressources naturelles dans le traitement de la drépanocytose représente une convergence prometteuse entre tradition et innovation. Elle offre une voie vers des soins plus durables et personnalisés, tout en stimulant la recherche scientifique dans le domaine des remèdes naturels. Donc, je vous remercie. Sans toutefois tarder, comme indiqué dans notre programme, je vais laisser l'espace pour des questions. Ceux qui en ont, on sera ravis d'échanger sur la question. Donc, parole à qui veut la prendre. Le cytose est connu comme une maladie qualifiée par la douleur, par les douleurs physiques, surtout à cause ils avouaient, ou bien ils disaient à l'enfant qu'elle était drépano en fait. Parce que durant sa vie, elle a fait tout normalement comme un enfant normal. Parce que normalement, les enfants drépano sont normaux, ils sont comme tous les autres enfants. Juste que tellement on se dit qu'ils sont. Moi, je pense ça même de la marginalisation. On se dit qu'ils sont différents des autres. Et ça fait partie de cet impact psychologique. Pour moi, ça fait partie de l'impact psychologique. Parce que voir un enfant comme avec un autre regard, pourtant tous les enfants sont pareils, mais quand j'essaie de regarder un autre enfant comme une catégorie d'enfants, moi je pense que c'est d'abord la psychologie. Donc on devient normalement comme un enfant. Elle faisait le sport. Elle faisait tout ce que les enfants normaux pouvaient faire. Donc, elle n'avait pas de problème. Elle grandissait normalement. Et avec le temps, elle a su qu'elle était drépano. Et lorsqu'elle a su qu'elle était drépano, elle ne s'est pas lamentée. Elle a continué à faire. Elle a pu faire comme si elle était normale parce qu'elle avait déjà été habituée à faire les choses normalement. Comme par exemple, je connais très bien la fille en question. Elle fait dans le salon de coiffure. Elle a même fait une formation, elle fait des études en maçonnerie. Elle est drépano. Elle n'est pas AS, elle est SS. Elle est SS. Et elle dit que si quelque chose doit la tuer, c'est que ce n'est pas la drépanocytose, mais c'est autre chose. Moi, je prends ce cas comme un exemple. Nous devons toujours regarder les drépanoes avec le même regard que les autres. Parce que si l'on commence à regarder l'enfant drépano avec un autre regard, cela impacte automatiquement sur sa psychologie. Et qui dit impact sur la psychologie, dit stress, dit mauvaise croissance, dit mauvaise, je ne sais pas trop comment dire ça, parce que l'enfant aura toujours tendance à être, je ne sais pas si je dois dire ça, si je dois dire stigmatisé ou bien marginalisé, mais je pense que ça va dans le même cadre, parce que l'enfant aura toujours tendance à se morfondre sur son sort. Donc, nous devons éviter, nous devons en fait de temps en temps essayer de regarder ce côté psychologique-là. Si par exemple, si nous sommes des grands frères drépano et que nous avons nos petits frères qui sont drépano, nous devons de temps en temps causer avec eux, les rassurer, les faire savoir qu'ils sont normaux
parce que c'est d'abord ça le plus important. Et nous devons aussi également essayer de voir, parce que je sais que les visites chez les psychologues pour les enfants de Drépano, c'est gratuit. Je ne sais pas si ce sont les sources sûres, mais on m'a déjà dit ça plusieurs fois que chez les Drépano, quand ils veulent consulter un psychologue, c'est gratuit. Donc, nous devons de temps en temps regarder, aller chez les psychologues avec les enfants. Et je dis aussi, cet impact psychologique-là n'impacte pas seulement sur le patient drépano, mais aussi sur la famille. Parce que rendez-vous compte que vous découvrez que votre enfant est malade, que votre enfant n'est pas normal, que votre enfant n'aura pas les mêmes privilèges que les autres enfants ont. Qu'est-ce que ça va vous faire? Comment vous allez vous sentir? Moi, je pense que cet impact psychologique-là n'est pas seulement sur l'enfant drépano, le patient drépano, mais sur toute la famille. Parce que je dirais même que la famille doit consulter le psychologue. Nous devons consulter les psychologues de temps en temps, toute la famille, parce que ça, c'est une maladie vraiment qui détruit le mental. Donc, pour conclure, tout ce que je peux dire, c'est de temps en temps consulter les psychologues, éviter de stresser les enfants parce que le stress cause les crises. Et les crises, bon, c'est vrai que chaque enfant a sa façon de faire crise. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas ce problème de stress, qui n'ont pas le stress n'a pas de rapport avec les crises chez certains enfants. Donc, comme je dis toujours, chaque patient drépano a sa drépanocytose. Oui. Et je vais passer au troisième aspect de notre programme. En effet, ce troisième aspect n'est ni plus ni moins que la présentation des complications chez le drépanocytaire. Comme vous pouvez le voir sur ce programme, il était question de voir quelle est en quelque sorte ou quelles sont les stratégies nécessaires dans la lutte contre les complications chez le drépanocytaire. Et cette présentation devrait être assurée par Samira. Il s'avère que notre séminaire coïncide avec la fête de la Tabaski au Niger, qui est une grande fête. Elle n'a pas pu s'en dérober. Elle nous a accompagnés au début, signalant tout de même qu'elle devait se rendre à la prière. Elle m'a chargé de faire un résumé de ce qu'elle avait prévu dire, espérant que je serai à la hauteur. Alors, le message de Samira était simple. Selon elle, beaucoup de personnes pensent que la drépanocytose se limite aux crises que l'on voit régulièrement, notamment les crises vaso-occlusives et les syndromes thoraciques. Et non. Donc, chez le drépanocytaire, on n'a pas que les crises vaso-occlusives, les syndromes thoraciques, et politiques. Il y a des symptômes bien plus sévères chez le drépanocytaire. Nous avons parlé d'un certain nombre de complications. Pour citer comme exemple, nous avions le retard de croissance, le déficit nutritionnel, le retard pubertaire fréquent, les troubles cardio-pulmonaires, l'atrophie ou l'hypertrophie de la rate, les anomalies rétiniennes et surtout les dégénérescences de la moelle osseuse dont Samir a mis un point d'honneur. Donc, elle m'a dit, en quelle que c'était l'une des complications les plus dangereuses de la drépanocytose. Elle a profité, il y a un cas pendant actuellement
une demoiselle qui cherche de l'aide pour suivre une opération chirurgicale coûteuse dans son pays. Donc, cette demoiselle est à la recherche de l'aide pour des âmes de bonne volonté, ceux-là qui peuvent venir en aide pour lui permettre de vivre son opération, d'assurer les charges. Voilà. Donc, avec la confidentialité, vous allez voir ici son résultat d'électrophorèse qui confirme effectivement son statut drépanocytaire homozygote SS avec 98,9%. Voilà. Mais le problème actuellement, c'est qu'il complique sa situation, c'est cette naissance tête osseuse. Donc, au niveau des hanches, tous ceux qui peuvent m'aider, vous allez voir sur ce cliché comment les têtes de ces hanches sont en pleine ostéosporose. Et cette dégénérescence conduit inévitablement à l'infirmité. Donc, elle lance un cri à l'aide pour les ONG, les personnes de bonne volonté, de bien vouloir survivre à son opération. Et là, il y a son ordonnance qui confirme tout ce que nous disons. Donc, à tout moment, vous pouvez nous contacter dans box pour si vous êtes en contact avec cette dernière et que vous voulez venir en aide. Elle vit au Niger et son nom, on ne va pas le donner ici. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Donc, elle a insisté là-dessus. De toutes les complications sur le drépanocytaire, pour elle, l'ostéoporose, en d'autres termes, la dégénérescence osseuse était l'une des plus sévères, les plus douloureuses, et qui, dans la prise en charge, ne passait pas nécessairement par les médicaments de prise en charge conventionnels sur le drépanocytaire. Non. En cas de dégénération osseuse, comme dans le cas de ce patient-là, où le constat a été fait tard, il faut inévitablement faire une opération chirurgicale qui aura pour objectif de retirer le surplus de la matière dégradée sur les têtes osseuses des hanches et de mettre une prothèse. Donc, c'est coûteux, peu importe le pays, surtout dans les localités en voie de développement. Donc, c'est un SOS en même temps que nous lançons. Et nous avons choisi d'inclure ça dans ce volet pour qu'au moins, à cette journée, au République Cameroun, c'est la journée de lutte contre les drépanocytose, se préparant pour le 19, qui est la journée internationale. Nous avons pensé faire cette action pour tous ceux qui nous suivent. Nous espérons auront une oreille attentive de ce côté du Niger. Donc, vous pouvez nous contacter sur toutes les plateformes web EMA. La vidéo sera publiée. Et donc, si vous avez une possibilité d'aider, il ne faudra pas hésiter. Voilà, je vois Carlos est revenu. Il a fait la présentation sur la psychologie et l'aspect psychiatrique tout à l'heure. On n'a pas eu l'opportunité de poser des questions. Donc, on est là. Et s'il y a des questions, la mienne aussi, il n'y avait pas eu beaucoup de questions. Nous se mettons à vos échanges et vos interrogations sur les différentes présentations en attendant que le docteur Taga nous rejoigne. Si vous voulez parler, appuyez juste sur le symbole ou le logo du micro en bas et à gauche de votre écran. Actuellement, ça va être barré par un trait rouge. En le touchant, le trait rouge va quitter. Et puis, vous pouvez parler à ce moment-là.
Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, merci. Puis j'ai deux petites, ce ne sont pas des questions parce que vraiment c'est une maladie qui nous-mêmes on ne comprend pas, surtout nous nous n'avons même pas fait la science en tant qu'amateurs. Vraiment, c'est une maladie qui nous dérange parce qu'on a des personnes qui en souffrent. Donc, ma première question s'adresse à Dr. Armel parce que j'ai pas eu le temps, il fallait d'abord que je réfléchisse. J'aimerais savoir quel est le rôle du froid dans la survenue d'une maladie. Je pose la question parce que dans la famille, j'ai une petite fille qui a eu ces problèmes-là et on a dit que parce qu'elle est exposée au froid. Bon, lorsqu'on a rencontré le médecin avait dit qu'il fallait toujours qu'elle soit couverte et ce qui n'a pas été fait parce que, comme vous le savez si bien, les parents n'avaient pas accepté qu'elle souffrait de cette maladie. J'aimerais savoir, donc, si le froid aussi, parce qu'on parle d'une maladie, l'anémie, mais qu'est-ce que le froid peut avoir avec l'anémie? Donc, voilà ma première préoccupation. La deuxième préoccupation aussi, parce que là où moi j'ai fait mes enfants, lorsqu'un bébé naît, on fait l'électrophorèse. Et lorsque le bébé est AS, on lui fait un autre examen pour connaître l'allèle dominant. Bon, moi, j'ai eu la grâce de ne pas avoir des enfants AS ni SS, mais je me suis posé une question. Est-ce qu'un bébé AS peut faire la maladie? Ou bien si l'allèle S est dominant, est-ce que l'enfant peut faire la maladie? Bon, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi faire un autre examen pour connaître l'allèle dominant entre le A et le S? Bon, voilà mes deux petites préoccupations pour le moment. Merci. Merci pour cette question. Ce sont des questions très pertinentes parce qu'elles rentrent dans la logique, le combat que nous menons. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une vidéo pour montrer l'impact du changement climatique sur la survenue des crises sur le drépanocytaire. Alors, comme beaucoup de maladies, la drépanocytose est sensible aux variations climatiques. Aussi bien les températures élevées que de déclencher une crise sur le drépanocytaire. Je vais commencer par le foie, vu que c'était votre question. Le foie constitue un facteur de stress pour les globules rouges. Et ça, c'est la première option. Mécanisme d'action du foie. Ce dernier alourdit l'oxygène dans l'air et le rend moins disponible pour l'hémoglobine. Ce qui fait que en cas de froid, le patient a des difficultés à conserver l'oxygène, à assimiler l'oxygène absorbé. Et la conséquence, lorsque l'oxygène diminue dans la circulation, c'est que l'hémoglobine va polymériser. Et lorsque l'hémoglobine polymérise, l'hémicycle va se déformer, créant cette fameuse forme de croissant qui a valu le nom de anémie falciforme à cette maladie. Et les drépanocytes ou les hématies falciformés ont cette capacité-là à nuire les petits vaisseaux sanguins. Donc, en circulant, ces derniers vont aller boucher les petits vaisseaux sanguins et il va y avoir une circulation sanguine. Toute la partie de l'organe qui attendait ce sang sera en souffrance et c'est ce qui va entraîner des douleurs intenses et dont la douleur observée lors des crises chez le drépanocytaire. Donc, le froid induit un stress qui cause la falciformation, comme on appelle ce phénomène. Et c'est cette falciformation-là qui sera à l'origine des crises comme les syndromes thoraciques et beaucoup plus les crises vaso-occlusives chez le drépanocytaire. Maintenant, nous avons aussi parlé d'un examen de confirmation sur l'allèle dominant.
Ce qu'on ne sait pas, ou on ne dit pas couramment, c'est qu'il n'y a pas que deux types d'hémoglobine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le A et le S. Et pour cela, on a souvent tendance à dire qu'il y a les drépanocytaires homozygotes et les drépanocytaires hétérozygotes. Et ça pose problème parce que si on rentre dans les fondements de la génétique, on s'attendrait à ce que l'hétérozygote, s'il est normal, c'est-à-dire son phénotype, qu'il reste normal chez tous ceux qui sont hétérozygotes. Alors, sur le drépanocytaire, lorsqu'on parle de drépanocytaire hétérozygote, c'est quelqu'un qui a déjà au moins un allèle S, mais en plus, un autre allèle du genre C ou alors bêta-thalassémie. Ce qui fait qu'il n'aura pas que l'hémoglobine S ou A, il aura l'hémoglobine S et l'hémoglobine de type C, ou alors l'hémoglobine S et l'hémoglobine de type bêta-thalassémie. Ces deux autres formes-là conduisent au drépanocytaire hétérozygote. Donc, en réalité, ce test consiste simplement à vérifier est-ce que lui, s'il y a le S, l'autre hémoglobine, est-ce que c'est l'hémoglobine dominant A, ou alors c'est l'hémoglobine C ou bêta-thalassémie. Généralement, quand une personne est homozygote A, trouve souvent non nécessaire d'aller chercher le C ou le bêta-thalassémie. Mais en principe, lorsqu'il y a déjà des tendances ou des signes qui montrent que le patient est drépanocytaire, il faut pousser les amants au-delà et chercher à déterminer quelles sont les différentes formes ou lequel est le profil hémoglobinique chez le patient. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse, mais en quelque sorte, voilà ce qu'on peut apporter comme explication. Voilà ce qu'on peut apporter comme explication. Oui. Oui, bon, je suis satisfaite, même comme en tant que littéraire, il y avait trop de termes scientifiques. Bon, en tant que quelqu'un qui est aussi quand même allé là-bas, bon, parce que nous, on avait peur lorsqu'on voyait des enveloppes, si l'on dit non, on va te faire un autre examen parce que l'enfant est AS, on va encore voir. Donc, ça créait un peu une psychose chez la maman. La maman était un peu stressée parce qu'on te dit non, il faut attendre, il faut qu'on fasse encore ci. Alors que pour celles qui avaient des bébés AA, bon, elles ne stressaient plus. Donc, c'est pour cela, bon, j'ai été vraiment satisfaite. Même comme les termes étaient trop scientifiques pour nous. Donc, le langage n'était pas trop à mon niveau, mais vraiment, j'ai été très étudiée. Et aussi, parlant du foie, je comprends mieux maintenant parce que je n'arrivais pas à comprendre comment le foie peut être. Je me demandais vraiment pourquoi. Est-ce que cela était nécessaire? Et aussi, on parle de l'anémie SS. Vous avez le docteur en commençant à définir la drépanocytose comme étant aussi anémie SS. Mais comment AS aussi se retrouve dans ce lot? Donc, pour nous qui ne comprenons pas vraiment, parfois, il est nécessaire d'assister comme ça à des conférences pour mieux avoir des éclaircissements et peut-être aider aussi ceux qui sont autour de nous. Bon, vraiment, je dis merci pour ces éclaircissements et vraiment, je suis très ravie. Merci. Oh, merci, c'est nous qui vous disons merci. Nous vous remercions. Et oui, les termes scientifiques, mais l'essentiel à retenir, c'est que lorsque vous avez un patient drépanocytaire à la charge, sachez que la chaleur, tout comme le foie, peuvent conduire à la survenue d'une crise chez ce dernier. Donc, évitez qu'il reste exposé au froid intense, toujours être habillé à chaud, et généralement boire des tisanes tièdes, pas chaudes, peut aider au temps de froid. Maintenant, au temps de chaleur, le patient doit surtout boire beaucoup d'eau, beaucoup s'hydrater. C'est-à-dire ne pas boire de l'eau parce qu'on en a envie, mais boire de l'eau comme si c'était un traitement. Voilà, donc ça c'est très important. S'il y a d'autres questions,
Nous sommes à votre disposition. Oui, bonjour ou bonsoir à vous, Georgette. Vous pouvez poser des questions, activez simplement votre micro. Même si vous écrivez sous forme de message, on peut lire et répondre facilement. Alors, je vais essayer de résumer un petit quelque chose que M. Carlos a dit. Peut-être qu'il a semblé passer inaperçu. Je vois Dr. Itaga, peut-être pas encore prêt. Alors, il a relevé l'importance des actions menées par l'entourage d'ordre psychologique pour la stabilité de la santé de l'enfant drépanocytaire. Il faut insister là-dessus. Il n'y a pas que la chaleur, il n'y a pas que le froid, il n'y a pas que les infections. Même le stress émotionnel lié à l'entourage, lié au social, disons ça comme ça peut créer une crise chez le patient. Donc, si vous avez un enfant ou un proche drépanocytaire, essayez de le ménager. Oui, ils sont capricieux. Je dirais même qu'ils sont têtus. Pour les avoir côtoyés ou les côtoyant régulièrement, je l'ai constaté, ils sont têtus. Mais ne prenez pas cette têtutesse pour une méchanceté ou quoi que ce soit. Donc, il est important de les ménager, de les mettre en confiance, toujours les assurer que tout va bien se passer. Voilà, donc, cet aspect psychologique, c'est ce qui rentre dans la psychiatrie où le patient drépanocytaire, en cas de nécessité, peut faire appel à un psychiatre pour un échange et cette thérapie a montré beaucoup de preuves. Donc, la remise en confiance du patient contribue largement à éloigner la survenue de crise chez ces derniers. Je peux me tromper, je vois Carlos là, il peut faire un petit rajout. Oui, Carlos, si vous avez si vous avez quelque chose à ajouter, conclusion, je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à ajouter. Voilà. Il y a une question là. Georgette qui demande psychologue, ne serait pas mieux qu'un psychiatre? Je peux vous dire que dans ce contexte, les deux font le même travail. La seule différence, c'est que il y a l'un qui le fait dans le cadre thérapeutique, qui le fait pour soigner, alors que l'autre, principalement, il le fait pour chercher à comprendre. Et aussi, il y a l'un qui a l'agrément et, disons, on va dire le diplôme qui est pour le faire. L'autre, il est habilité à détecter des problèmes, mais parfois apporter la solution là où il le faut. C'est beaucoup plus attribué au psychiatre. Oui, docteur, je voulais apporter un peu ce que la dame dit est un peu pertinent parce que nous qui avons essayé de la psychologie, le psychiatre est différent parce que ici, parlant de l'entourage et
l'explication de la maladie la mieux placée. Parce que le psychiatre, c'est le psychologue-là qui soigne avec des médicaments. Donc peut-être du moment où peut-être un drépano, la maladie a créé un problème psychologique, la dépression, mais pas la drépanocytose. Le domaine de la drépanocytose ne relève pas trop de la psychiatrie, mais il va plutôt traiter la dépression, au niveau psychologique engendrée par la maladie. Donc, c'est pour cela qu'elle demandait, est-ce qu'on ne peut pas parler de psychologue au lieu de psychiatre? Je ne sais pas si j'ai un peu... On se comprend un peu là. Oui, il traite avec des médicaments. Alors que le psychologue, lui, il est là pour le suivi, le conseil. C'est lui qui accompagne généralement. Parce que lorsque quelqu'un est malade, à un état, parfois, il peut faire une dépression. Et pour l'aider à mieux gérer sa maladie, là, on l'oriente vers un psychologue. C'est pour psychologue au lieu de psychiatre. Bonsoir. Merci. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, oui, d'accord. J'ai pris le webinaire en cours, je m'en excuse. En fait, quand je parle de psychologue, c'est parce que la drépanocytose est une maladie chronique. Et comme toute maladie chronique, on a besoin d'un suivi. Suivi multidisciplinaire, mais Allô? oui, ça s'est reconnecté là. Donc, Ok, je disais que la drépanocytose étant une maladie chronique qui a besoin d'un suivi multidisciplinaire, quel que soit l'âge, et surtout dans notre contexte où le psychologue n'apparaît pas trop souvent, on a absolument besoin d'un psychologue. Comme disait la dame tout à l'heure, c'est un accompagnateur, c'est lui qui discute avec les patients à un moment, c'est lui qui détecte où se trouve le problème à un temps précis et c'est lui qui essaye d'apporter des solutions. Ce n'est pas des solutions absolument médicales, mais des solutions thérapeutiques autres que des médicaments. Or, le psychiatre, lui, quand on entend d'abord psychiatre, c'est un peu la folie. Et le psychiatre, vraiment, je ne pense pas qu'il ait une place meilleure ou prépondérante par rapport au psychologue dans une maladie chronique comme la drépanocytose. Je ne pense pas. D'emblée. D'emblée, c'est le psychologue qui doit intervenir, pas de vrai, qui doit intervenir, surtout à un âge dans la puberté, pendant la puberté, parce que c'est à ce moment que les enfants sont... Il y a le changement hormonal, le fait de se rebeller, de ne même plus vouloir prendre médicaments. Il a besoin d'un accompagnement, il a besoin de ses pairs qui ont la même maladie que lui pour pouvoir comprendre que c'est nécessaire de continuer de prendre ses médicaments, que c'est nécessaire de continuer son suivi et que le psychologue essaie de canaliser les énergies qui sont assez débordantes. Okay, merci. Merci pour cette contribution profonde. Elle nous enseigne beaucoup. Alors, j'ai dit d'emblée que les deux jouaient sensiblement le même rôle dans ce cas, mais le système sanitaire est assez clair. Puis, à l'hôpital, celui qui gère cet aspect, c'est le psychiatre, ce n'est pas seulement le cas de folie ou autre. Alors, il est important que l'enfant soit suivi. Maintenant, le psychologue, il a toute sa place à jouer. Donc, si, je ne vais pas dire c'est parce qu'il est peut-être le plus abordable si c'était le cas, mais il faut relever que lui et le psychiatre, dans ce cas, pourraient jouer le même rôle. Mais le petit bonus du psychiatre, c'est que en cas de complication, il peut apporter un complément médicamenteux qui est indispensable parce que dans certains cas,
cette crise, surtout sur l'adulte, je parle là des syndromes thoraciques, peuvent être aigus, c'est-à-dire en rien de temps, ça s'aggrave. Et peut-être même c'est pas lié à l'acte psychologique posé, mais peut-être aux conditions climatiques, comme on parlait tout à l'heure, ou autres conditions, peut-être métaboliques, pourquoi pas. Donc, la prise en charge de la drépanocytose nécessite une sécurité autour du patient. Une sécurité vraiment. Voilà, donc, merci. Si vous avez encore des propositions, nous vous écoutons. L'application nous signale là que dans 3 minutes et 40 secondes, et pas encore la pause de 10 minutes. Donc, nous vous écoutons. Des questions, des propositions, même si pas de message, vous pouvez écrire. Alors, le docteur Itaga a eu quelques soucis avec la connexion Internet. De coutume, quand cela arrive, nous faisons une retransmission, c'est-à-dire on va enregistrer sa présentation. Nous allons faire un montage avec ce que nous avons dit aujourd'hui et ce sera publié sur YouTube. Et le lien va vous rejoindre par le même canal que vous avez reçu le flyer et le programme. Donc, nous l'avons dit d'entrée de jeu, la session est enregistrée. Ceux qui n'ont pas pu intervenir, vous pouvez aussi faire vos interventions, que ce soit audio ou vidéo, pour nous envoyer. On va joindre à ce fichier lors du montage et ce sera publié. Voilà, ça permettra à ceux qui n'ont pas aussi participé, parce que depuis, je ne fais que recevoir des notifications. Beaucoup n'ont pas pu se connecter. Beaucoup, c'est peut-être à la dernière minute qu'ils ont voulu télécharger l'application et ne savaient pas comment utiliser. Donc, ils vont pouvoir observer et apprendre aussi de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vais revenir, si vous permettez, avec la minute qui nous reste, vous présenter à nouveau ce cas que nous avons pris comme le sacrifice pour cette journée, parce que lorsqu'on célèbre la lutte contre certaines maladies, nous devons aussi de savoir que, oui, la sensibilisation, mais les actes aussi valent la peine. De tous les cas qui nous ont été présentés, nous avons le cas d'une Nigérienne, Nigérienne notable pour moi, qui nous a envoyé ses documents médicaux où elle présente l'une des complications les plus sévères de la maladie actuellement, la nécrose des têtes osseuses au niveau des hanches. Vous avez là devant vous l'ordonnance avec le diagnostic fait par le médecin. Vous pouvez lire nécrose des têtes fémorales. Et au vu de ceci, il faut une opération chirurgicale qui s'avère coûteuse dans son pays. Donc, ceci s'est accompagné d'un examen de radiographie. Vous pouvez voir vous-même. Et ce résultat de l'examen de l'électrophorèse confirme son statut. Donc, ce message est destiné aux âmes de bonne volonté du Niger, les ONG ou des particuliers. Vraiment, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec la demoiselle. Les moyens financiers ne le permettent pas. Et votre aide à l'occasion de ce mois de la lutte contre la drépanocytose serait très utile. Nous remercions tous ceux qui nous ont assistés. Nous remercions surtout ceux qui ont pu intervenir et ceux qui ont essayé et qui n'ont pas pu.